C'est le podcast AWS en français, c'est mercredi, on parle Women in Tech, diversité, équité, inclusion avec l'entreprise, la start-up Fagos aujourd'hui. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans cet épisode du podcast AWS en français tous les mercredis. Un nouvel épisode sur l'angle de Women in Tech, de la diversité, de l'équité, de l'inclusion. En plus des épisodes un peu plus techniques du vendredi. Aujourd'hui, je l'ai dit dans l'intro, j'ai le plaisir d'accueillir Adèle James. Tu es cofondatrice de Fagos, une start-up biomédicale, biotech. Tu vas nous expliquer ça. Merci d'être là. C'est quoi Fagos ? Merci pour l'invitation. Du coup, Fagos a pour mission de traiter les maladies infectieuses avec de la phagothérapie de précision. Donc, on a un problème aujourd'hui qui sont les infections bactériennes. En fait, c'est l'une des premières causes de mortalité humaine dans le monde. Il y a aussi une des premières causes de décès chez les animaux, effectivement, de grosses pertes côté production, nourriture. Donc, c'est un problème majeur. Et aujourd'hui, on a une inefficacité des antibiotiques qui fait qu'on est sans solution face à ces infections bactériennes. Mais on a toujours des gros problèmes. Et l'idée de Fagos, c'est d'utiliser les bactériophages, donc qui sont les prédateurs naturels des bactéries, pour traiter ces infections bactériennes. Et donc, les bactériophages, c'est l'entité biologique la plus abondante sur Terre. Ils sont aussi très spécifiques, c'est-à-dire que chaque bactériophage va être capable de tuer un tout petit nombre de bactéries. Donc cette abondance et cette spécificité fait que leur utilisation n'est pas si simple que ça au laboratoire. Et c'est là qu'on utilise l'intelligence artificielle pour étudier les génomes de ces bactéries, de ces bactériophages, des interactions entre ces deux entités, pour développer des cures ultra rapidement et ultra précises aussi, et qui sont aussi durables et qui évoluent en fonction de la maladie. Alors je répète pour le non-biologiste que je suis pour être certain que j'ai compris. Moi je me souviens du slogan les antibiotiques c'est pas automatique. Il y a certaines bactéries qui résistent aux antibiotiques qu'on peut pas soigner aujourd'hui. Et plutôt que de nous injecter à nous ou aux animaux des antibiotiques qui marchent pas toujours, tu l'as dit, vous allez sélectionner dans la nature d'autres, tu les appelles bactériophages, moi je dis bactéries, virus, je sais pas, tu vas nous expliquer, qui vont tuer les mauvaises bactéries pour nous. Et on nous les injecte comme un médicament. Alors oui, c'est ça. Donc naturellement, dans la nature, on a ces bactéries infectieuses, ces bactéries pathogènes et leurs bactériophages. Et de manière naturelle et depuis toujours, les bactériophages régulent les populations bactériennes, c'est-à-dire qu'ils vont tuer, infecter ces bactéries et les faire exploser en fait naturellement. Et nous, on va juste essayer de les piocher dans l'environnement et de les mettre au bon endroit, au bon moment pour traiter une infection donnée. Et tu as dit un truc intéressant, vous utilisez l'apprentissage machine et les outils informatiques pour vous aider ça. D'ailleurs, on va enregistrer, je pense pas que ça sera en français, ça sera en anglais, mais un épisode du AWS Developers Podcast avec des équipes pour parler techniquement, enfin technique informatique, pas technique biotech, comment ça marche aussi. Ça marche déjà, enfin je veux dire c'est un sujet de recherche ou c'est en production, il existe des traitements commercialisés déjà? Alors, nous, on est en finalisation R&D, mais on s'approche de la commercialisation. On a des produits qui sont prêts, des produits qui sont en test sur le terrain. Et aussi, petite mention, nous, on s'adresse à l'élevage animal dans un premier temps, avant de traiter les humains. Et pour l'instant, on reste sur l'élevage animal globalement. C'est plus simple en matière de certification? C'est plus simple, certes. Plus court, plus C'est rapide. aussi notre expertise initiale était plutôt sur les bactéries pathogènes des animaux. Et aussi, troisième point, la plupart des antibiotiques sont utilisés en élevage annuel. Et c'est là qu'on a la plus grosse douleur de la part des éleveurs qui sont sans solution face à l'inefficacité des antibiotiques ou surtout l'interdiction d'utilisation des antibiotiques. Mais enfin, je reviens à ma question. Pour nous, les humains, ça existe déjà? Il y a déjà des sociétés autres que Fagos qui commercialisent ce genre de traitement? Oui, il y a surtout des hôpitaux publics qui développent des solutions à base de bactériophages, mais c'est vraiment du cas par cas. Il faut être en phase finale ou vraiment avoir plus aucune option pour avoir accès à ces traitements. En France, ça se fait
au cas par cas. Il y a d'autres pays où il y en a beaucoup plus, en Europe de l'Est notamment. Mais ça existe. Mais tu crois que c'est le futur du traitement antibiotique au sens large contre les bactéries? Oui, sinon je ferais pas ce métier. Oui, d'accord, c'est une bête question. Oui, en fait, je pense que la meilleure manière de traiter une infection est d'utiliser ce que la nature nous donne. Et là, les bactériophages sont vraiment des entités naturelles. On essaye juste de maximiser leur potentiel au final. Alors, quand on est arrivé là, on ne devient pas entrepreneur ou entrepreneuse par hasard, surtout dans ce domaine-là. C'est quoi ton parcours avant de créer Fagos? Alors, c'était pas une évidence pour moi l'entrepreneuriat, hein, pas du tout. Après mon bac, je savais pas quoi faire, donc j'ai fait une licence de biologie et donc je voulais devenir neuroscientifique pour travailler sur l'autisme. Donc j'ai commencé mes études de biologie, mais finalement ça m'a rapidement pas trop plu les neurosciences. Je voulais quelque chose de plus environnemental, donc j'ai bifurqué vers l'écologie. J'ai fait un master en écologie, puis j'ai toujours eu un attrait pour la biologie marine. Donc j'ai fait un doctorat en microbiologie moléculaire sur les bactéries pathogènes en aquaculture, donc qui regroupait un peu de l'écologie, de la microbiologie et de la biologie marine. Ouais, c'était un peu à la convergence de tes différents centres C'est ça. d'intérêt. Et c'était trop bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai notamment découvert les bactériophages. Après ma thèse, j'étais pas séduite par le monde académique. Donc je suis allée dans le privé, j'ai commencé à travailler dans une start-up. Le projet était intéressant, mais finalement, ça m'a pas plu. J'arrivais pas à m'intégrer dans le projet. Donc j'ai eu un autre métier dans le privé encore, dans une plus grosse entreprise, mais pareil, là, bon, c'était le Covid aussi, hein, donc C'est pas les compliqué à bonnes cette époque. périodes pour travailler Pas et la bonne commencer. période pour m'initier dans un nouveau projet. Ça m'a pas plu et j'avais reçu cet appel d'Entrepreneur First un peu plus tôt. Entrepreneur First qui est C'est quoi, un oui? espèce d'incubateur qui recrute des gens qui pourraient potentiellement être intéressés pour créer une start-up. Et l'idée, c'est dans cette cohorte, de trouver son cofondateur. Donc l'idée, c'est vraiment toujours d'avoir des binômes Au moins avec deux. un cofondateur plutôt scientifique et un cofondateur plutôt business pour maximiser les chances de réussite de la start-up. Et donc moi, j'avais reçu cet appel. Ça me paraissait très bizarre comme programme. C'est le Tinder des entrepreneurs. C'est ça. Tu définis ton profil et puis tu swipes et tu matches. Exactement. Et en fonction des critères, c'est exactement ça. Et moi, j'avais jamais entendu vraiment parler d'entrepreneuriat. Je pensais pas que c'était faisable. Je pense que ça a beaucoup changé maintenant, mais à mon époque, j'ai été diplômée en 2018. C'était vraiment pas une solution, enfin très peu, surtout que j'étais Dans la pas à Paris, biotech en donc plus, ouais. ouais, c'est clair. Donc j'avais jamais été confrontée à ce domaine. Personne dans la famille qui t'a montré le chemin, etc. Pas du tout. Mais par contre, en préparant justement le podcast, j'ai réfléchi un peu. Je me rappelle aussi que j'avais lu le livre sur Theranos, Bad Blood, Je connais pas, mais je mettrai les liens dans les notes. Ouais. qui explique le scandale de la start-up Theranos. Et je me rappelle Oui, cette madame qui a arnaqué c'est ça. des millions de personnes, ou pour En des millions lisant de le dollars en livre, tout cas. je m'étais dit, mais quelle audace! Elle a fait 2 ans d'études de biologie et elle crée cette énorme start-up. Et je sais déjà que ça m'avait impacté. Elle a vraiment créé sa start-up à 19 ans, très jeune. Et je pense que c'est ça qui m'avait choquée en me disant, mais en fait, je pense que tu te poses trop de questions, juste vas-y, quoi. Et je pense que ça, plus mes mauvaises expériences, ou les expériences qui m'ont pas plu dans le privé, ont fait que j'ai rejoint Entrepreneur First et j'ai rencontré mon associé assez rapidement. On savait qu'on voulait créer une start-up à impact. Moi, c'était mon seul critère. Avoir un impact sur la société. C'est ça, l'humanité, l'environnement, mais un impact positif en tout cas. Et on était très peu dans la cohorte à vouloir faire ça, donc c'était assez rapide, hein. Le matchmaking était assez rapide. Ça se passe comment? C'est des interviews? Vous vous retrouvez tous dans une salle de conférence, un hôtel, un truc comme ça? Alors à l'époque, on choisissait
les gens Mhm. qui nous semblaient les plus intéressants. Et on avait vraiment un speed dating. On avait, je crois, 8 minutes par cofondateur. Donc moi, j'ai rencontré peut-être 8 cofondateurs plutôt business, dont mon associé. Et après, en gros, l'idée, c'est de trouver la personne avec qui on pourrait potentiellement le plus facilement travailler ou avoir le plus d'efficacité de travail ou en tout cas avec laquelle on peut développer une idée le plus rapidement possible. Et, et voilà, on s'est mis en binôme assez rapidement et on a itéré sur l'idée, toujours autour de la microbio, bien évidemment, parce qu'il faut se baser sur l'expertise du profil scientifique Mhm. qui était du coup moi à l'époque. Euh, et donc, au début, on voulait travailler sur la phagothérapie en aquaculture, puisque moi, j'avais fait ma thèse sur les bactéries pathogènes en aquaculture. Et on s'est vite rendu compte que sauver les crevettes, c'était sympa, mais Ou les saumons, ouais. que c'était un peu limité. Et donc ensuite, on a étendu à tout l'élevage animal, en gros problème d'infection. Donc gros marché pour nous, en gros, et c'est comme ça qu'on a créé Phagos. Et les autres compétences, on les acquiert comment? En engageant des gens ou en trouvant un troisième cofondateur? Je pense à l'informatique parce que vous êtes vraiment à la jonction du business, tu l'as dit, de la biotech et de l'informatique. Donc effectivement, dès le début, on savait qu'on avait des compétiteurs, on savait qu'on avait quelques entreprises qui faisaient comme nous, mais on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui manquait. Donc on s'est dit dès le début qu'il fallait qu'on mette de l'IA dans nos process. Il y avait quelques idées, notamment sur ces outils de prédiction. Donc on savait dès le début qu'il fallait faire ça. Effectivement, moi, je n'ai pas de compétences en IA. Au début, on était vraiment une entreprise de biotech pure, de microbiologie. Je pense que pendant 2 ans, on était full microbiologie pour faire nos premiers essais, prouver ce qu'on voulait faire, montrer la possibilité, montrer la puissance aussi de ces produits avec une approche différente, ciblée, qui était déjà différente de celle de nos compétiteurs. Et une fois qu'on a prouvé l'approche ciblée et l'efficacité de cette approche ciblée, on a pu se tourner vers l'IA et recruter l'équipe qui s'en occupe aujourd'hui. Et on est assez fiers de cette équipe parce que contrairement à beaucoup d'autres biotech, euh, ou en tout cas des entreprises de microbiologie, on a une vraie équipe de data scientists et pas juste des microbiologistes qui aiment bien la data. Eux ont vraiment un background dans ce domaine, donc on est content et on voit clairement la différence d'avoir cette équipe avec nous. À ta place, les invités des épisodes Women in Tech de ce podcast, les mercredis, sont en général des femmes qui évoluent dans le monde de la tech. Et elles ont toutes le même constat. Il y a peu de femmes dans le monde de la tech et c'est pas toujours facile de se faire une place. Il y a des tas d'obstacles. J'ai un biais, c'est de croire qu'en biologie, en microbiologie, c'est plus facile. Est-ce que mon biais est correct ou pas? Alors le biais est correct, effectivement, il y a beaucoup de femmes en biologie et peut-être même encore plus en microbiologie. Sauf qu'il y a toujours ce problème de plus les responsabilités sont élevées, plus le ratio s'inverse. Donc le problème reste le même, que Tu ce veux soit dans dire quoi? Qu'il y a l'académique ou dans le privé. il y a beaucoup de laborantines, mais dès qu'on monte C'est ça, dans les mais compétences ou les responsabilités, les- tout à fait, c'est exactement ça. Jusqu'aux directeurs de laboratoire qui sont globalement plus des hommes que des femmes. Alors que le pool initial est vraiment inversé, il y a peut-être 80% de femmes en microbiologie, dans les études de microbiologie. Ouais. et tu l'expliques comment, cette inversion de la pyramide? Bah, je pense que c'est comme dans n'importe quel secteur, un problème de reconnaissance aussi. Globalement, les différences hommes-femmes de base, toujours les problèmes de compréhension des profils féminins aussi qui sont assez différents. Aussi, moi, je vois au quotidien des femmes qui vont moins se battre pour une augmentation, pour un changement de poste. Et tout ça, c'est sûr que Ouais, c'est ça la mène somme de. à ces biais vers dans les postes les plus élevés.
Et côté entrepreneuriat, tu as eu des obstacles de ce côté-là également? Ou des difficultés, ou des challenges? Mmh, oui, je pense que les certainement plus d'ailleurs dans l'entrepreneuriat que dans mes autres passages dans l'académique ou dans le privé d'ailleurs. Avec du coup, je suis avec mon associé qui a le même âge que moi, donc à chaque fois on va ensemble dans pas mal d'événements, surtout au début. Et les gens me prenaient au début juste pour sa copine et pas son associé. Et surtout, même en leur expliquant que j'étais l'associé Cofondatrice, et ouais. le profil technique, les gens posaient les questions techniques à mon associé et pas à moi. Donc ça, c'était assez vexant. C'est Et voilà. Il y a quelqu'un qui m'a expliqué dans un autre épisode du podcast exactement la même chose. C'était dans le domaine de la tech, des étudiants qui vont sur un salon de l'étudiant. Et même chose, la fille était prise pour la copine d'eux et les gens du salon, enfin des écoles qu'ils avaient visitées, parlaient uniquement aux garçons du groupe et pas aux filles. C'est incroyable ouais, ce comportement, ce biais. C'est clair. Est-ce que tu le fais remarquer? C'est une question que j'ai parfois. Est-ce qu'il faut réagir ou est-ce que ton associé le faisait remarquer? Alors, je Comment on pense qu'au réagit début, dans cette situation-là? non, mais je crois que je l'ai assez vite notifié à mon associé aussi qui ne se rendait pas spécialement compte de ce qui se passait. Enfin, quand c'était évident, bien sûr qu'il se rendait compte, mais parfois, quand c'était plus subtil, il voyait pas le sexisme latent. Et, euh, et maintenant, il me dit aussi de lui faire remarquer dès qu'il y a Que toi, tu le quelque chose de remarques, ouais. sexiste qu'il ne peut-être repère pas. Et j'essaye de le faire remarquer au quotidien aux gens qui m'entourent, hein, mais par contre, quand c'est Des devant des investisseurs. investisseurs notamment, bah là, j'ai pas envie de le faire. C'est peut-être une erreur de ma part d'ailleurs. Mais... Tu essayes de mettre en place une culture de diversité, d'équité, d'inclusion chez Fagos. Quelles sont les actions concrètes que tu as prises, que tu prends au quotidien pour, euh, pour créer cet environnement bienveillant, accueillant, inclusif? Eh ben, justement, comme on est une boîte de microbiologie initialement, on n'a pas de problème à recruter des femmes. Et je pense qu'aussi, maintenant, mon boulot va être de pas reproduire ces biais hommes-femmes avec les montées en position dans l'entreprise. Et je C'est-à-dire, pense qu'aussi, je t'interromps, excuse-moi, ça veut dire concrètement, tu essayes de repérer les talents qui peuvent monter dans l'entreprise et les encourager ouais, c'est ça, proactivement? et proactivement, et leur montrer que c'est possible et peut-être leur ouvrir une voie là, et peut-être que ce serait intéressant que tu ailles par là, sans non plus mâcher trop le travail, mais en tout cas en détectant le potentiel et les talents de chacun euh, pour, euh, pour ouvrir des portes et pas juste ouvrir des portes à ceux qui demandent, qui Mhm. sont rarement des femmes, encore une fois. Donc ça, c'est le premier axe. Enfin, deux axes. Tu as parlé de recrutement et puis de promotion interne, d'accompagnement pour faire grandir les talents. Quoi d'autre? Pour revenir au recrutement, je Mhm. pense que c'est aussi plus facile pour une femme de recruter des femmes, non pas parce que les femmes postulent parce qu'il y a une femme, hein, ça je pense pas, mais aussi pour détecter ces petites... bah, les femmes se vendent clairement moins en entretien et je pense que ça permet moi en étant femme, de voir que si une femme me dit tel truc, c'est vrai. Et même si c'est pas enjolivé, de vraiment se baser sur les faits et pas juste d'écouter. C'est comme cette statistique sur les avions. Oui, j'ai vu Et ça il y a une 50% semaine ou deux. des Oui. hommes qui pensent qu'ils peuvent faire atterrir un avion. Ça, c'est absolument incroyable comme statistique. Contre Et moins de c'est... 20%, moins de 25% pour les femmes. Ouais, je connaissais pas le pourcentage pour les femmes, mais bon, forcément moins. Et donc ça, ouais, c'est des éléments qu'on peut facilement voir en entretien et prendre en compte dans la décision finale d'embauche ou pas. Ça veut dire que c'est important d'avoir des pools d'interviews mixtes également, pas avoir que des hommes qui interviewent des candidates. J'imagine. J'avoue que je me suis vraiment jamais posé la question, mais oui, j'imagine que c'est important. Euh, et nous aussi, on va même plus loin. On a une dernière étape d'interview.
devant 5 personnes choisies au hasard dans l'équipe pour s'assurer que tout va bien avec tout le monde. Et notamment, quelquefois, on a eu des questionnements sur le sexisme de certains candidats qui ne sont apparus qu'à la dernière étape. Et donc, on n'a pas donné suite forcément à ces C'est candidats. c'est original comme technique. 5 personnes choisies au hasard. C'est le choisi au hasard qui m'interpelle. Vous- Choisi au hasard selon qui a son calendrier Oui, bien sûr. libre. Oui, oui, on ne parle pas de hasard mathématique ici. La diversité, c'est pas que l'équité, l'inclusion. Vous avez plein de nationalités, de cultures différentes au sein de Fagos également. Ouais, donc on est une petite quarantaine et on a, il me semble, 14 nationalités. Waouh. Donc on est très fiers de ça et ouais, on n'hésite pas à recruter les talents qu'on a repérés et vraiment en s'affranchissant de la nationalité, tout en respectant les règles Et ça veut dire que d'embauche, bien sûr. vous êtes prêt à faire les démarches complémentaires pour avoir des visas, etc. Il y a certaines startups qui ne le font pas parce que c'est trop de travail administratif. Ouais, c'est vrai que c'est un peu de boulot, mais quand on l'a fait une fois, c'est plus facile Mhm. les fois d'après. C'est proactif, Oui. cette idée d'aller chercher des talents ailleurs, ou c'est arrivé par hasard et puis vous vous rendez compte que finalement c'est bien pour la culture de l'entreprise et vous continuez. Je pense on a rapidement recruté, enfin, dû faire les premières demandes de visa. Depuis le début de Fagos, on a tous nos documents, toutes nos offres d'emploi qui sont en anglais pour attirer. En fait, le but, c'est juste d'essayer d'attirer les meilleurs profils et pas de Mhm. biaiser à ce moment-là. Donc, d'être plus international pour attirer des profils qui viendraient de plus loin et ensuite embaucher les personnes qui nous ont plu. Et ceux qui vous ont tapé dans l'œil, peu importe où ils Mhm. sont, ou peu importe la nationalité. T'avais dit autre chose en préparant cet épisode qui m'a tapé dans l'oreille également. Vous avez mis, ou tu as mis en place une politique d'égalité salariale homme-femme. Alors, ouais, donc là, on est encore en train de revoir les grilles de salaire, mais effectivement, on a des grilles de position, de poste, donc qui ne permettent pas trop de dérive par rapport au genre, en tout cas. Et oui, ça nous est arrivé initialement dans une équipe où on a recruté d'abord une femme à un poste, puis 2 hommes à ce même poste, et les 2 hommes, forcément, ont négocié un salaire plus élevé. Et on a réévalué rapidement le salaire de la première femme qui était entrée à ce poste par égalité salariale, juste parce qu'elle ne l'avait pas demandé, pour rééquilibrer. Proactivement. Ça devient un critère d'engagement également pour les femmes. Enfin, c'est quelque chose sur lequel vous communiquez lors de l'embauche. L'égalité De, salariale homme-femme, établie comme une non, politique d'entreprise. non, on n'en parle pas. Mhm. Personne C'est une nous le bonne demande surprise. d'ailleurs. Ouais, je pense. Mais c'est vrai que non, on fait pas de pub là-dessus. Tu es maintenant cofondatrice, co-directrice d'une boîte de près de 40 personnes, tu l'as dit. Donc, c'est toi qui deviens le rôle modèle pour les autres entrepreneuses. J'espère, j'essaye en tout Oh. cas, Mhm. notamment pour les autres entrepreneuses, je sais pas, au sein de mon équipe, j'essaye de l'être et d'être exemplaire et stricte, pas laisser passer notamment de sexisme ambiant ou de remarques déplacées de qui que ce soit, et vraiment de euh, défendre mon équipe, quoi, Mhm. Et puis cette culture de diversité, d'équité, d'inclusion complètement. que tu as mis en place, tu prends la parole en public, bah, tu es là dans le podcast AWS aujourd'hui, je t'en remercie encore. Tu as pris la parole dans une table ronde d'AWS, c'était au Summit AWS à Paris au mois d'avril, ça parlait de quoi? Ou tu as parlé de quoi? Euh, C'était sur Empowering Women in AI. Je sais pas comment on traduit empowering en français. Développer, non, il y a quelque chose de plus que développer, mais faire grandir. Ouais, Ouais, bref, on a compris. bref. Et du coup, j'étais avec plusieurs autres femmes du domaine de la tech. Et l'idée, c'était d'expliquer comment
justement faire face aux biais dans le domaine, comment ne pas entretenir ces biais et donner des conseils de carrière, surtout pour les jeunes femmes, en tout cas pour moi, de ouais, ouvrir un peu l'esprit de certaines personnes sur les possibilités et pas trop regarder les biais justement et pas se baser là-dessus. Alors, quels sont les biais, justement, les principaux que tu peux remarquer autour de toi? Ben, forcément des femmes qui vont tendre vers des carrières plus courtes, moins techniques, moins scientifiques globalement. Et je pense qu'aussi c'est un manque de rôle modèle, comme tu disais tout à l'heure, initialement, puisque ben, moi par exemple au lycée j'étais en section sciences de l'ingénieur. J'étais la seule femme parmi 20 personnes, donc c'est Waouh. compliqué. Bon, j'ai pas continué dans cette voie, je sais pas si c'est à cause Peut-être de à cause ça. de ça. Peut-être, Mhm. peut-être, on ne le saura jamais. Mais, mais je pense que ça n'a pas aidé à m'intégrer dans cette filière en tout cas. Ce que je ne regrette absolument pas aujourd'hui, mais je sais que les biais sont là et l'absence de rôle modèle est un problème. Donc c'est important pour toi d'en devenir un, même si c'est un peu à ton corps défendant. T'as peut-être pas envie d'être le porte-drapeau de la Ouais, diversité et de c'est ça. l'équité. Et je suis contente de l'équipe qu'on a, je suis contente de ce que je fais, je suis contente d'être une femme co-dirigeante aussi, contente et fière, hein, mais je veux pas non plus être catégorisée juste une femme cofondatrice, une femme scientifique. Je suis juste cofondatrice et scientifique. Euh, et en plus une femme, mais ça devrait devenir C'est annexe. secondaire. C'est pas le point principal. J'aime bien poser la question à mes invités et les hommes dans tout ça. Quel est ton conseil aux hommes qui nous écoutent? Bah, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment de bonne volonté, De le bonne lapsus, volonté. de bonne volonté, de très bonne volonté. Et c'est juste s'éduquer sur le ressenti des femmes et beaucoup d'éléments qui sont pas pris en compte. Et je sais que nous, un élément, je ne sais pas si je peux raconter ça, c'est Vas-y. assez intime peut-être, mais je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui prennent conscience de leurs cycles hormonaux pendant leur cycle Mhm. menstruel et les variations de fatigue, les variations L'humeur. d'humeur liées Mhm. à ces cycles hormonaux. C'est le Et cas de ça, je mon pense que les... épouse qui est très analytique là-dessus et qui dit t'inquiète pas, aujourd'hui je vais t'engueuler, mais c'est normal. C'est ça. Et je pense que ça, c'est des choses encore trop peu connues et qui pourtant impactent beaucoup le quotidien bah, des femmes forcément, mais aussi au sein d'une entreprise énormément. Et je me rappelle, moi, j'y fais très attention, notamment depuis que une de nos euh, quelques jours après l'arrivée d'une de nos nouvelles collaboratrices, elle m'avait dit en rendez-vous ah désolée, là je suis énervée, mais c'est parce que j'ai mes règles. Et j'avais trouvé ça super parce que moi j'étais en train de me demander mais qu'est-ce que j'ai dit pour qu'elle soit énervée comme ça, enfin commencer à me prendre la tête sur l'explication du truc et le fait qu'elle me dise ça, je dis bon bah c'est bon, ça ira mieux dans quelques jours et donc je trouve ça très cool de l'avouer, de le dire, de le prendre en compte et de garder ça comme un élément et ça je sais qu'il y a ouais, peu d'hommes qui sont au courant de l'impact sur les femmes. Des cycles La, hormonaux. la, Mais peu de femmes aussi, non? Enfin, tout le peu monde de femmes n'arrive aussi. pas à s'analyser, à s'auto-analyser de cette Je façon-là. pense qu'avec la Gen Z, il y aura plus trop ce problème. Et je pense que c'est Une bonne vraiment chose. un bouleversement qu'on ait cette Gen Z qui prenne conscience de tout ça et qui met aussi son bien-être en premier. Et ça fait du bien. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui chez Fagos? Comment tu vois le développement? Peut-être d'abord d'un côté business, puisqu'on a commencé avec le business, c'est un moyen de terminer avec le business aussi. Mais puis d'autres actions en matière de diversité, d'équité, d'inclusion. Donc côté business, donc on est en train de faire des essais terrain avant de pouvoir commercialiser, on l'espère rapidement. On a des très bons résultats, donc T'es sur quel genre d'animaux? on est sur le poulet pour D'accord. l'instant. Mhm.
On a aussi des partenariats à l'étranger qui sont en développement et en phase de finalisation aussi. Donc on espère avoir de la commercialisation très vite sur ces autres marchés. Bien sûr, développer nos outils d'IA encore plus. Aujourd'hui, on a des outils préliminaires qui fonctionnent bien en interne, mais l'idée, c'est vraiment d'aller plus loin et d'être beaucoup plus puissant dans ce qu'on peut faire avec ces algorithmes. Et donc ça, c'était côté business. Et côté équipe, forcément, on va avoir des enjeux de scale-up. On est en train de recruter pas mal. Donc, on essaye de suivre les mêmes règles qu'on suit dès le début, rester international et essayer d'avoir les talents qu'on veut avoir. Et comme d'habitude, je mets les liens évidemment dans les notes, quelle que soit votre application de podcast. Vous descendez un peu, vous allez trouver les liens, y compris vers le recrutement. Sait-on jamais. Ça peut toujours venir de ce côté-là également. Adèle James, tu es cofondatrice chez Fagos. Merci pour ton explication à la fois de la société et puis de ton parcours à toi et puis des règles ou en tout cas des préceptes et des valeurs que tu portes au sein de Fagos en matière de diversité, d'équité, d'inclusion. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous vendredi pour un prochain épisode. Il sera technique vendredi. J'ai pas le planning sous les yeux, mais ça sera technique. Voilà, ça sera vendredi matin dans toutes les bonnes applications de podcast. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.